Chapitre 1. Le secret qui est mort 2 fois. L'orage commença comme une pensée secondaire. Un murmure contre les fenêtres de Highbury Hall, qui se transforma en une pluie torrentielle et un tonnerre furieux. Dans le manoir, où les lustres tremblaient légèrement sous le vent, les invités de Lady Constance Brierley continuaient leurs activités comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. On entendait des rires, un quatuor à cordes et le léger tintement du cristal. Mais sous le marbre poli et les sourires polis, quelque chose d'infâme commençait déjà à souffler. Lady Constance était connue pour ses soirées et ses secrets. Sa liste d'invités était aussi exclusive que volatile. Lord Archer Withers, le banquier au charme ruineux, Miss Elspeth Crane, la dramaturge dont les œuvres scandaleuses avaient offensé la moitié de Londres, le docteur Julian Haworth, dont les recherches médicales étaient réputées aussi dangereuses que brillantes, et Madame Lydia Kinnard, la veuve au regard trop perçant pour être rassurée. Parmi eux flottait sa nièce, Clara, pâle et attentive, et son secrétaire, Monsieur Ambrose Hale, l'homme qui semblait écouter bien plus qu'il ne parlait. À 9h30 précises, Lady Constance se leva pour porter un toast. « À la vérité », dit-elle avec ce petit sourire cruel qui mettait ses invités mal à l'aise. Et à ceux qui osent mal la cacher, on leva les verres. Le tonnerre gronda sur le domaine, et avant la fin de l'heure, Lady Constance Brierley gisait morte dans son bureau, la porte verrouillée de l'intérieur, un revolver à côté d'elle, et une lettre à moitié réduite en cendres dans la cheminée. Au matin, l'inspecteur Grayson de la police du Berkshire était arrivé, grommelant qu'il s'agissait d'un cas manifeste de suicide. Les autres acquiescèrent au basquet trop vite, trop vivement. Seule Clara pleura, doucement, comme si ses larmes avaient été répétées. Le coroner remarqua les brûlures causées par la poudre à canon, le miroir brisé et l'odeur de papier brûlé. Tout indiquait le désespoir, et pourtant, tout semblait mis en scène. C'est à ce moment-là que la petite silhouette précise d'Hercule Poirot descendit d'une voiture sur l'allée de gravier de Highbury Hall. Il n'avait pas été invité par la police, mais par une lettre envoyée la veille de la mort de Lady Constance. Une lettre écrite de sa propre main, de manière reconnaissable entre mille. « Monsieur Poirot, je vous prie de venir à Highbury. Il se passe quelque chose d'effroyable dans cette maison. On me surveille, et si je meurs, ce ne sera pas de ma propre main. La vérité est déjà morte une fois. Je crains qu'elle ne meure à nouveau. » Le majordome, raide et tremblant, l'accueillit à la porte. « Elle vous attendait, monsieur, balbutia-t-il. Le regard perçant de Poirot balaya le hall, chaque détail, chaque trace de désordre. « Ah oui, murmura-t-il, doucement. Et pourtant, elle n'a pas vécu assez longtemps pour me voir arriver. Quel inconvénient. » Il retira son chapeau et ses gants avec une délicate précision, son regard passant déjà des portraits aux faibles traces de mouvement du tapis. « Dites-moi, monsieur le domestique, et qui est entré dans cette pièce depuis hier soir ?»« Personne, monsieur. La police l'a scellée après avoir défoncé la porte. »« Ah, après, dit Poirot doucement. C'est toujours les après ça m'intéresse. Dans le bureau, l'air était lourd. Non seulement de mort, mais aussi d'une odeur de confusion. Sur le bureau, une demi-page restait intacte dans la cheminée. Je ne peux même pas faire confiance à ceux que j'aime. C'était il y a 20 ans. Le secret est mort. L'encre coula là où le feu avait rongé le reste. Poirot, accroupi délicatement, ne toucha pas le papier. Il hocha simplement la tête. Le secret qui est mort, 2 fois, peut-être. L'inspecteur Grayson soupira derrière lui. « On a déjà tout vu, monsieur Poirot. Elle s'est tiré une balle. Son arme est à elle, porte verrouillée, fenêtre verrouillée. Fin de l'histoire. »« Ah, mon ami, » dit Poirot avec un léger sourire. « Vous autres policiers anglais, vous avez toujours de l'impatience.
Mais que se passerait-il si le fin de l'histoire a été écrite en premier, apparaître comme fin? Et alors? Grayson fronça les sourcils. Suggérez-vous un meurtre? Poirot se tourna vers lui, le regard brillant. Je suggère, Pomas, monsieur, que lorsqu'une femme craignant la mort écrit à Hercule Poirot et décède avant mon arrivée, on ne se précipite pas pour remettre les choses en ordre. Depuis la porte, Clara parla doucement. Tante Constance n'était pas du genre à mettre fin à ses jours, inspecteur. Elle aurait préféré mettre fin à celle de quelqu'un d'autre. Sa voix tremblait, et Poirot la regarda avec une douce curiosité. « Mademoiselle Clara, vous aimiez votre tante, n'est-ce pas ?»« Je la respectais, » répondit-elle, les yeux baissés. « Ah, » dit Poirot, « respect, c'est un mot plus froid qu'amour, mais parfois plus loyal. » Tandis que la pluie s'intensifiait contre les fenêtres, les invités restants se rassemblèrent, inquiets, dans le salon. Ils chuchotèrent à propos du testament, des dettes, de vieilles rancunes jamais enterrées. Poirot les rejoignit brièvement, debout près de l'âtre, les mains soigneusement jointes. « C'est curieux, n'est-ce pas, songea-t-il à voix haute, que Lady Constance, qui chérissait la vie privée par-dessus tout, meurt d'une manière qui rend ses secrets si publics. Le suicide, c'est une révélation de l'âme. » Le docteur Hayworth ricana, gêné. Ou peut-être n'avait-elle plus rien à cacher. Le regard de Poirot se posa sur lui. « Oh, mais tout le monde a quelque chose, monsieur, même les morts. » Lorsque la tempête cessa enfin, et que le silence s'installa sur Highbury Hall, Poirot demanda que personne ne quitte le domaine. « Jusqu'à ce que l'affaire soit réglée, non, c'est nécessaire. La vérité, mes amis, repose ici sous le même toit. » Il se tenait de nouveau près de la cheminée noircie, son reflet brisé dans le miroir fissuré. « Le secret mort 2 fois, murmura-t-il de nouveau, presque pour lui-même. Une fois enfoui dans le passé, et une fois la nuit dernière. Dehors, l'aube commençait à poindre, froide et indifférente, mais à l'intérieur, les yeux de Poirot brillaient, car le jeu, enfin, avait commencé. Chapitre 2. Ombre sous la pluie. Le lendemain de la mort de Lady Constance, le silence était humide. Une brume légère recouvrait les pelouses de Highbury Hall, et la grande demeure elle-même semblait se réfugier dans cette blancheur, tel un esprit coupable se cachant de ses propres pensées. À l'intérieur, les domestiques ne s'agitaient, comme s'ils avaient peur d'être entendus. Une légère odeur de cire d'abeille et de poudre flottait encore dans l'air, fantôme de ce qui s'était passé, et de ce qui ne s'était peut-être pas passé. Poirot prit son petit déjeuner seul dans la véranda, un modeste toast et un café serré, arrangé avec une précision géométrique. L'inspecteur Grayson le rejoignit à contre-cœur, ses bottes grinçant sur le carrelage. « Vous savez, monsieur Poirot, commença-t-il, je ne vois pas ce qu'il y a de plus à faire. Tout porte à croire au suicide. La peur, l'isolement, une lettre à moitié brûlée. Vous avez vu le revolver vous-même. » Poirot remuait pensivement son café. « Ah oui, le revolver, un bavard d'objet, si l'on a la patience d'écouter. » Il leva les yeux vers l'inspecteur en souriant. « Mais ce n'est pas le revolver qui ment, mon ami, ce sont ceux qui le détiennent, ou peut-être ceux qui souhaitent le voir détenu. » Grayson poussa un soupir de frustration. « Je suppose que vous devrez interroger les invités un par un. »« Ne pas interroger, mon cher. » Observé Poirot se leva, effleurant une tache invisible de sa manche. « Vous, les Anglais, vous aimez tant le mot « interroger ». Il suggère que la vérité peut être extirpée des gens comme la poussière d'un tapis. Non, non. La vérité doit être cajolée, flattée, comme un chat sous un lit. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil vers la fenêtre, où la brume s'enroulait le long de la haie. Et il y a beaucoup de chats dans cette maison. Le salon était sombre, les rideaux tirés pour masquer la lumière. Miss Elspeth Crane était assise près du feu, ses longs doigts serrés dans une tasse de thé qu'elle ne buvait pas.
Ses cheveux noirs étaient tirés négligemment en arrière, comme si elle ne se souciait plus de qui la voyait ébouriffée. Quand Poirot entra, elle leva les yeux, froide, perçante et vaguement amusée. « Ah, monsieur Poirot, dit-elle doucement, on m'avait prévenu de votre venue. Mes pièces n'ont jamais attiré l'attention de la police, mais peut-être qu'une mort serait préférable. » Poirot inclina la tête. « Vous êtes auteur de pièces de théâtre, mademoiselle. Alors vous comprenez l'importance de motivation. Oui, chaque acte, chaque geste naît de quelque chose de caché. Un besoin, une blessure, une peur. » Elle sourit faiblement. « À vous entendre, la tragédie ressemble à de l'arithmétique. Mais non, l'arithmétique est honnête. L'émotion humaine, c'est là que les mensonges prennent toute leur beauté. » L'expression d'Elspeth vacilla. Dame Constance aimait les mensonges. Elle les collectionnait comme des bijoux. C'est peut-être ce qui l'a tuée. Ou peut-être, dit doucement Poirot, c'est ce qui l'a maintenue en vie. Il remarqua le tremblement de sa main, la légère marque rouge autour de son annulaire, comme si on lui avait récemment retiré une bague. « Tu étais proche d'elle, je crois. Elle était ma mécène autrefois. Elle a financé ma première pièce, puis elle a voulu propre, moi. » Le ton d'Elspeth se durcit. « Quand j'ai refusé, elle a fait en sorte que je ne travaille plus jamais. Mais je suis venu quand elle m'a invité. Je le fais toujours. C'est le jeu avec les gens comme elle. Ils vous brisent, puis vous nourrissent juste assez d'espoir pour vous faire revenir. » Poirot hocha lentement la tête. Une relation dangereuse, faite de dépendance et de mépris. Non, une relation qui finit souvent mal. Elle eut un rire creux. Alors peut-être qu'on l'a tous un peu tuée. Dans la bibliothèque, Poirot trouva le docteur Julian Edgeworth examinant une carafe de xérès avec un intérêt scientifique. Son visage pâle et ses doigts agités trahissaient un homme plus habitué au silence du laboratoire qu'aux conversations humaines. « Monsieur Poirot, dit-il vivement, je suppose que vous êtes venu demander si Lady Constance était en bonne santé. Elle l'était. Plutôt robuste, en fait, ce qui rend sa décision d'autant plus inattendue. » Poirot joignit soigneusement les mains. « Vous étiez son médecin ? » ?»« De temps en temps, je lui ai rendu visite 2 fois le mois dernier pour des affaires courantes. » Haworth se retourna, ses lèvres fines se pinçant. « Mais je peux vous assurer qu'elle n'était pas malade, pas du tout, ce qui pourrait suggérer... » Il s'interrompit, réalisant que ses paroles étaient trop rapides. Poirot pencha la tête. « Suggère-t-il le désespoir ?» La mâchoire de Haworth se contracta. « Exactement. » « Et pourtant, murmura Poirot, le désespoir était inscrit dans son dernier acte. Un revolver, un incendie, une porte verrouillée, le tableau parfait de la finalité, presque comme conçu pour être inspecté. » Le médecin fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle a mis en scène sa propre mort ? » ?»« Je pense, dit Poirot, que quelqu'un d'autre aurait pu faire la mise en scène pour elle. » Les doigts de Haworth se crispèrent sur la carafe. « C'est une sacrée accusation, monsieur. »« Non, c'est une observation. » Le regard de Poirot s'attarda sur les chaussures de l'homme, cirées mais légèrement maculées de quelque chose de plus sombre, qui aurait pu être de la boue ou de l'encre. « Dites-moi, docteur, vous êtes devenu dans le bureau après que la porte ait été enfoncée. » « Je l'ai fait. Pour confirmer, enfin, pour confirmer ce qui était évident. »« Ah, mais évident pour qui ?» Poirot sourit légèrement. « C'est la question. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot parcourut le couloir devant le bureau de Lady Constance. La moquette portait de légères traces de frottement, là où la police avait déplacé son corps, peut-être, ou là où quelque chose d'autre avait été traîné. Il les suivit des yeux jusqu'à ce qu'elles disparaissent sous une console. Là, il se pencha et souleva un fragment de papier carbonisé. Un seul mot restait lisible, encore. « Toujours », murmura-t-il. « C'est le langage de la répétition.
des secrets qui refusent de rester enfouis. Une voix douce derrière lui le fit sursauter. « Vous cherchez des fantômes, monsieur Poirot ?» C'était Clara Brearley. Son visage était tiré, ses yeux gonflés. « J'habite ici depuis toute petite. Il y a plein de choses à découvrir. » Poirot se redressa, d'un ton plus doux qu'auparavant. « Vous avez peur, mademoiselle ?»« Je ne sais plus quoi faire, » murmura-t-elle. Ma tante, elle disait que le passé était révolu. Mais ça ne l'a jamais été. Il s'est passé quelque chose il y a 20 ans. Elle n'en a jamais parlé, mais elle payait. Oh, elle payait quelqu'un tous les mois. J'ai vu les enveloppes. Ah, dit doucement Poirot. Et à qui ont-ils été envoyés? Elle hésita. Je ne sais pas. Je pensais que son avocat, Hale, le saurait peut-être. Mais il m'évite depuis hier soir. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Monsieur Ambrose Hale, le secrétaire, très intéressant. Le soir venu, Poirot rassembla la maisonnée dans le salon. L'orage était revenu, tapotant la vitre de ses longs doigts. Poirot se tenait près de l'âtre, petit et immobile, le regard perçant comme du verre. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la mort de Lady Constance Brearley n'est pas, je crois, l'acte simple qu'elle paraît. Une lettre a été brûlée, un miroir brisé, un coup de feu tiré. Tout cela est arrangé pour parler à nous. Mais que disent-ils? Qu'elle désespérait? Peut-être. Ou que quelqu'un voulait nous faire croire qu'elle était désespérée. » Un murmure parcourut la pièce. Lord Withers ricana. « C'est absurde, Poirot. Vous ne pouvez pas insinuer. » « Ah, impliquant, interrompit doucement Poirot. « Non, monsieur, je n'insinue rien. J'observe et je constate que parmi vous, il y a de la peur. Et la peur naît rarement de l'innocence. » Il se tourna vers le miroir brisé au-dessus de la cheminée et vit la pièce se refléter en morceaux déchiquetés. « Lady Constance a écrit que la vérité était morte autrefois. Je pense, mes amis, qu'il est temps que nous apprenions de quelles funérailles elle parlait. » Alors que le tonnerre grondait dehors, le reflet de Poirot se fragmenta, 12 visages derrière lui, chacun pris dans un éclat de verre, chacun cachant quelque chose. Et le détective, avec un léger sourire entendu, murmura « Demain, on recommence. » Chapitre 3. La lettre qui ne devrait pas exister. Le lendemain matin, Hercule Poirot était de nouveau assis dans le bureau de Lady Constance, les rideaux tirés à moitié pour laisser entrer une lumière faible et hésitante. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans le pâle rayon de soleil, comme des pensées encore inachevées. Sur le bureau devant lui gisaient les vestiges de ses dernières heures, les fragments de lettres calcinées, le revolver dans son coffret à preuve, et un amas de cachets de cire d'enveloppe presque indistinct. Poirot se pencha en avant, les doigts croisés, le regard fixé sur le rebord de la cheminée où les cendres avaient été balayées maladroitement. « Une main maladroite, murmura-t-il, et la hâte, toujours la hâte. Quand on brûle ce qu'il ne faut pas, la cendre parle. » Il leva brusquement les yeux lorsque l'inspecteur Grayson entra, serrant une liasse de papier. « Bonjour, monsieur Poirot. J'ai le rapport préliminaire du coroner. Tout concorde. Les brûlures de poudre confirment une courte portée. La balle s'est logée exactement là où elle aurait dû si elle avait appuyé sur la détente elle-même. » Poirot sourit faiblement. Le coroner a un talent certain pour l'arithmétique, mais hélas, l'arithmétique n'est pas de la psychologie. Grayson fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un d'autre a tiré ?»« Je pense, mon ami, que quelqu'un a souhaité qu'idée du suicide doit être bien rangé. Mais le désespoir humain, inspecteur, n'est jamais bien rangé. » Il se leva et désigna le bureau. « Regardez, la lettre était à moitié brûlée, n'est-ce pas? Mais seulement à moitié. Une femme qui veut vraiment détruire ce qu'elle écrit, elle le jette au feu. C'est du théâtre. » Grayson soupira, déjà exaspéré. « Alors, Katiano, qui est ton acteur, Poirot? Parce que tout le monde ici a un mobile, si tu pousses les choses un peu trop loin. » « Ah, dit Poirot, mais je n'exagère jamais.
Je les laisse s'exagérer. Il tapota du doigt un coin du parchemin qui subsistait. Un léger filigrane scintilla au soleil. Un blason délicat et reconnaissable entre mille. Connaissez-vous cet emblème, mon ami ? Grayson plissa les yeux. Le phoque de la famille Brearley. Pourquoi ? Les yeux de Poirot brillèrent. Parce que ce papier, ces spécifiques stocks, n'a pas été produit depuis 15 ans. L'entreprise a fermé ses portes en 1921. Par conséquent, cette lettre n'a pas été écrite hier, mais bien avant. L'inspecteur fronça les sourcils. Vous dites, cette Lady Constance n'a pas brûlé une lettre de suicide, mais un souvenir du passé, une lettre ressuscitée, peut-être par de mauvaises mains. Le ton de Poirot était doux, presque respectueux. Et cela, inspecteur, change tout. À 11 heures, Poirot demanda la présence d'Ambrose Hale, le secrétaire de Lady Constance. Un homme si bien habillé que son costume semblait susceptible de se froisser. Il entra dans le bureau, le visage calme, mais le regard trop circonspect pour le réconforter. « Monsieur Hale, » dit Poirot, « vous gériez la correspondance de Lady Constance, n'est-ce pas ?»« Je l'ai fait, monsieur. »« Et vous en avez gardé des copies ?» La secrétaire hésita. « Des lettres officielles seulement. Lady Constance appréciait la discrétion. »« Discrétion, » dit doucement Poirot, la plus élégante des prisons. Il se mit à arpenter la pièce avec lenteur, tel un métronome. Mademoiselle Clara m'a dit que Lady Constance envoyait de l'argent, régulièrement, enveloppe, même écriture, même rythme. Et il se raidit. Oui, tous les mois, pendant des années. On m'avait dit de ne pas remettre ça en question. Mais vous l'avez remis en question, n'est-ce pas ? L'esprit humain ne peut s'en empêcher. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Dites-moi, monsieur, à qui étaient adressées ces lettres ?» Le sang-froid de l'homme vacilla pour la première fois. « Je n'ai jamais vu la destinataire. Elle les a scellées elle-même et a insisté pour que je les poste directement. » Poirot s'arrêta de faire les 100 pas. « Et pourtant, une secrétaire comme vous, vous remarqueriez cachet de la poste. Où sont-ils allés ?» Et il déglutit. « À une adresse à St. Ives, Portmere Lane. Mais le nom était différent à chaque fois. »« Différent ?» répéta Poirot, intrigué. « C'est inhabituel. Les enveloppes portaient alias et ce poteau, oui. Un mois, c'était Monsieur Grayson, le mois suivant. Madame Miles, puis Dr. C.C. Toujours la même adresse, mais toujours la même. » Poirot se renversa en arrière, satisfait. Une mascarade, soit alors. Elle alla payer le silence, mais de qui ? Les mains de Hale tressaillirent. « Je ne sais pas, monsieur. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser... »« Pas encore, monsieur Hale. » Le ton de Poirot devint soudain sec. « Une dernière question. Quand Lady Constance vous a convoqué dans son bureau hier soir, avant l'orage, qu'a-t-elle dit ?» La secrétaire se figea. « Comment le saviez-vous » Parce que monsieur, sur son bureau, il y avait 2 tasses de thé, l'une vidée, l'autre intacte, et celle qui était intacte portait un rouge à lèvres qui n'était pas la sienne. Le regard de Poirot se fixa sur lui comme un scalpel. « Tu étais là. » La voix de Hale se brisa. « Elle m'a demandé d'aller chercher un document dans le coffre-fort. La lettre que tu as trouvée à moitié brûlée. Elle a dit qu'il était temps que quelqu'un d'autre le sache. C'est tout. Et après, je suis parti, je le jure. » Poirot hocha lentement la tête. « Alors dites-moi, monsieur, pourquoi avez-vous verrouillé la porte derrière vous ?» Le visage de la secrétaire blêmit. « Je ne l'ai pas fait. »« Ah !» murmura Poirot. « Mais la clé a été trouvée sur le dors de la porte. Curieux, non ?» Il congédia l'homme tremblant d'un signe poli. Lorsque la porte se referma, le visage de Poirot s'assombrit. « La peur, encore, » murmura-t-il. « La même odeur partout. Mais la peur de... quoi ?» Cet après-midi-là, Poirot rejoignit Clara dans le jardin, où la pluie s'était transformée en une fine brume.
Elle se tenait près de la fontaine, son manteau boutonné jusqu'au cou. La surface de l'eau tremblait, comme si elle reflétait une nervosité invisible. « Mademoiselle !» la salua-t-il doucement. « Je vous trouve parmi les roses. Eltosotan, elles ne sont pas encore en fleurs, et pourtant vous attendez, pleine d'espoir ?» Elle esquissa un faible sourire. « Pleine d'espoir peut-être, ou simplement réticente à entrer. »« Ah oui, les murs, ils sont trop sensibles. » La voix de Poirot se fit tendre. « Ta tante a payé une dette pendant 20 ans. Mais toi, je crois, tu as vécu sous cette dette. » Clara se retourna brusquement. « Que veux-tu dire ?» Il observa son visage, son calme prudent, la façon dont ses yeux se détournaient à la mention d'argent. « Tu savais que quelque chose n'allait pas, mais tu n'as rien dit. Pourquoi ? » « Parce que, dit-elle doucement, tous ceux qui tentent de parler du passé dans cette maison finissent par être réduits au silence. Ma mère, si. C'était la sœur de ma tante. Elle est morte quand j'étais jeune. » Poirot inclina la tête. « Et la cause ? Ils ont parlé de fièvre, mais ma tante a interdit à tout médecin de venir. » Le regard du détective s'aiguisa. Alors peut-être que le secret mort 2 fois a commencé avec sa mort. Les lèvres de Clara tremblaient. Elle a sauté à la murmurer quelque chose avant de mourir. Quelque chose à propos d'une promesse et d'un enfant qui ne doit jamais être connu. Ma tante ne lui a jamais pardonné d'avoir parlé. Après cela, on nous a interdit de prononcer son nom. Les yeux de Poirot brillaient de tristesse et de satisfaction. Une promesse, un enfant, et l'argent qui disparaît chaque mois, voilà, le modèle commence à prendre forme. Il leva les yeux lorsqu'une ombre traversa l'allée du jardin. Le docteur Hayworth s'approcha de la véranda, le regard fixe et attentif. Clara s'excusa rapidement et se retira vers la maison. Le médecin s'attarda. « Tu fouilles trop, Poirot, » dit-il froidement. « Cette femme est morte, laisse-la reposer. » Poirot eut un léger sourire. « Vous êtes un homme de science, docteur, et pourtant vous craignez la résurrection de la vérité. Curieux. » La mâchoire de Hayworth se serra. « Tu crois tout savoir, mais cette maison est une toile. Tire sur un fil, et tout le monde tombe. » Poirot hocha gravement la tête. « Alors je dois tirer très doucement. » À la tombée de la nuit, Poirot s'assit de nouveau seul, dans le bureau, parcourant la vieille correspondance de Lady Constance. Une enveloppe attira son attention. Une vieille lettre, glissée entre des papiers plus récents. Son cachet portait le même filigrane disparu. Avec précaution, il la déplia. L'encre était fanée mais lisible. Ne peut pas défaire ce qui a été fait. L'enfant ne doit jamais porter le nom de Brierley. Tu me l'as juré, Constance. Tu me l'as juré 2 fois. Les lèvres de Poirot se courbèrent en un murmure. 2 fois. Le secret qui est mort 2 fois. Il plia soigneusement la lettre, son esprit reconstituant déjà le puzzle en silence. Quelque part dans cette maison se trouvait quelqu'un né de ce secret, quelqu'un qui avait vécu dans le mensonge pendant 20 ans. Alors que l'horloge sonnait minuit, le regard de Poirot se porta vers le couloir plongé dans l'obscurité. Il l'avait entendu, le léger craquement d'une planche, la fermeture presque silencieuse d'une porte. Il sourit intérieurement. Ah, le meurtrier n'arrive pas à dormir. Et Hercule Poirot non plus, semblait-il. Chapitre 4. Le visage derrière la fenêtre. Le lendemain matin, lourde et gris, la brume de la lande se pressait contre les fenêtres comme une créature vivante. Poirot se leva avant le lever du soleil, sa routine méticuleuse inchangée par les ombres qui s'étaient installées sur Highbury Hall. Il prit son petit déjeuner en silence, le léger tic-tac de l'horloge rythmant ses pensées. Dehors, la maison s'éveillait avec inquiétude. Les domestiques chuchotaient, les invités évitaient le regard, et même le tintement des tasses de thé semblait atténué par un poids invisible. À 8 heures, Poirot s'était de nouveau installé dans le bureau. La lettre découverte la veille, celle qui parlait d'un enfant interdit,
était devant lui, son encre fanée lui servant désormais de boussole. Il l'examina comme on étudie une blessure, avec délicatesse, mais sans sourciller. « L'enfant, murmura-t-il, qui ne doit jamais porter le nom de Brearley. Un tel secret, il empoisonne des générations, et pourtant, dans le poison, on trouve toujours l'antidote. » L'inspecteur Grayson entra sans frapper, l'air vif. « Monsieur Poirot, le courrier est arrivé en avance. Il y a quelque chose que vous pourriez vouloir voir. » Il déposa une enveloppe sur le bureau, le papier jauni, l'adresse écrite d'une écriture qui tremblait légèrement, même à l'encre. Les yeux de Poirot se plissèrent. L'enveloppe était adressée à Dame Constance Brearley, mais la marque de retour portait un cachet de la poste de St. Ives, le même endroit où ces mystérieux paiements étaient allés. « Mon Dieu !» souffle-t-il. Le fantôme répond. Il déchira soigneusement la lettre avec son canif. À l'intérieur se trouvait une seule page, datée de 2 jours avant la mort de Lady Constance. « J'ai gardé le silence comme vous l'aviez exigé, mais je me lasse du marché. L'enfant ne sait encore rien, mais les secrets finissent toujours par revenir. Payez encore, et tout s'arrête là. Refusez, et je viendrai moi-même à Highbury. » La signature était illisible, gribouillée par une tache d'encre. Mais l'écriture manuscrite, la boucle R, le serré, réveilla un souvenir dans la mémoire de Poirot. Il le compara rapidement à un mot de la secrétaire de Lady Constance. « Tiens » chuchota-t-il, « la même main, mais déguisée. » Grayson se pencha par-dessus son épaule. « Tu dis que Hale l'a fait chanter. »« Peut-être, » dit Poirot. « Mais le chantage est une chose curieuse. Il faut 2 menteurs. L'un pour extorquer, l'autre pour dissimuler. Je pense que le silence de Lady Constance n'a peut-être pas été acheté, mais commun. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Alors, qui est l'enfant dans la lettre ?» Poirot sourit faiblement. « Telle est, mon ami, la question qui détermine tout. » Peu après, il rassembla toute la maisonnée dans le petit salon. Ils arrivèrent à contre-cœur. Lord Withers, débraillé et les yeux rougis, Miss Elspeth Crane, son châle serré sur les épaules, le docteur Haworth d'un sang-froid glacial, et Clara était pâle, mais sereine. Ambrose Hale arriva le dernier, son sang-froid retrouvé, bien que le tremblement de sa main le trahît. « Mes amis, » commença doucement Poirot, « j'ai appris quelque chose de curieux. 2 jours avant sa mort, Lady Constance a reçu une lettre de St. Ives, écrite par quelqu'un qui en savait trop. Elle parlait d'un enfant, d'un secret, et d'une somme d'argent pour le garder secret. Maintenant, dites-moi, qui d'entre vous a des raisons de craindre la vérité ?» Personne ne parla. Le silence se prolongea jusqu'à ce qu'Elspeth émette un rire sec et cassant. « Un enfant ? Mon cher Poirot, Lady Constance n'était pas vraiment du genre maternel. Peut-être l'a-t-elle enterrée dans le jardin, par conscience. » Poirot inclina la tête. « Vous êtes intelligente, mademoiselle, mais quand on plaisante sur la tombe, c'est souvent pour détourner l'attention des vivants. » Son sourire s'estompa. « Ce qui veut dire quoi ? » ?»« Ce qui veut dire, » dit doucement Poirot, « que quelqu'un ici porte en lui l'écho de ce secret. Peut-être sans même le savoir. » Lord Withers s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. « C'est absurde. La femme est morte. Et vous, transformez tout ça en mélodrame familial. »« Ah, » dit Poirot, « mais les familles sont des mélodrames, monsieur. Seul le public change. » Le docteur Haworth croisa les bras. « Si vous avez des accusations à porter, dites-les clairement. » Le regard de Poirot s'attarda sur lui. « Patience, docteur. Je n'ai pas pour habitude d'accuser avant de comprendre. Vous, je crois, comprenez le corps humain, mais peut-être pas l'âme humaine. Dites-moi, avez-vous soigné la sœur de Lady Constance avant sa mort ?» Haworth se raidit. « C'était avant mon séjour dans le Berkshire. »« Vraiment ?» murmura Poirot. « Curieux. Car hier soir, quand j'ai évoqué la fièvre de la sœur, votre expression a changé, comme si vous vous souveniez du diagnostic.
Comment avez-vous pu vous souvenir de ce dont vous n'avez jamais été témoin? Les lèvres de Hayworth s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Il se détourna brusquement en marmonnant « Coïncidence ». Poirot s'autorisa un léger sourire. Coïncidence, oui, jusqu'à ce qu'elle cesse d'exister. Plus tard dans l'après-midi, Poirot fit le tour de la maison. La pluie avait cessé, laissant l'air humide et chargé d'odeurs. Le sentier longeant l'aile, elle le mena à une fenêtre basse qui surplombait le bureau. La vitre portait de légères traces, des empreintes de doigts peut-être, mais l'une d'elles ressortait, pressée contre la vitre par la fenêtre, dehors. Il s'accroupit, étudiant l'empreinte, une empreinte de main, délicate et petite, celle d'une femme. Il se redressa lentement. « Alors, murmura-t-il, quelqu'un surveillait le bureau cette nuit-là, quelqu'un qui n'a pas pu entrer, ou n'a pas osé. » À cet instant, une ombre apparut dans le reflet, Clara, debout derrière lui. « Je jouais ici quand j'étais enfant, » dit-elle doucement. « Cette fenêtre donne sur le bureau. Ma tante la gardait toujours verrouillée, même en été. » Poirot la regarda. « Et pourtant, c'était déverrouillé quand la police est arrivée. Le saviez-vous, mademoiselle ?» Son visage pâlit. « Non, je ne l'ai pas fait. » Il s'approcha d'un ton plus doux. « Dis-moi franchement, as-tu regardé par cette fenêtre la nuit où ta tante est morte ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui, j'ai entendu des voix. J'ai cru qu'elle se disputait avec Monsieur Hale. Mais quand j'ai regardé, la pièce était vide. Puis les lumières se sont éteintes. » Poirot haussa légèrement les sourcils. « Vide, dites-vous? Et pourtant, elle est morte quelques instants plus tard. Vous en êtes certain ?» La voix de Clara tremblait. « Je l'ai bien vue. Il n'y avait personne. » Poirot baissa la tête, songeur. « Ah, mademoiselle, comme c'est étrange que nous puissions voir tant de choses, et pourtant comprendre si peu. Vous avez peut-être vu la vérité sans la connaître. » Ce soir-là, la tension à Highbury Hall devint aussi intense qu'une corde à piano. Les invités évitaient les couloirs après la tombée de la nuit. Même les domestiques se déplaçaient dans un silence précipité. Poirot resta dans le bureau, la flamme vacillante à côté de lui. Sur le bureau gisaient les fragments brûlés, la lettre de chantage et la vieille confession des années passées, les pièces du puzzle qui refusaient de s'assembler. Il était encore plongé dans ses pensées lorsqu'on frappa à la porte. Ambrose Hale entra, le sang-froid effiloché, le col défait. « Je n'en peux plus, monsieur Poirot, » dit-il. « Je dois vous dire ce que je sais. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Courage, monsieur. En vérité, elle est comme un médicament, amère, mais elle guérit. » Hale se pencha en avant, la voix basse. Ce n'était pas l'argent qu'elle envoyait tous les mois. C'était de l'argent pour me le faire suivre. Le véritable bénéficiaire vivait ici, sous un autre nom. Je m'en suis occupé, mais je n'ai jamais posé de questions, jusqu'à la semaine dernière. Les yeux de Poirot brillèrent. « Et qui as-tu découvert ?» Hale hésita. « Clara, ce n'est pas la nièce de Lady Constance, c'est sa fille. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. L'expression de Poirot resta inchangée, mais ses doigts se crispèrent en vadin sur la coudoir. Sa fille, née de la honte de la sœur, peut-être, ou de la sienne. Hale secoua la tête. « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Lady Constance a dit que le secret devait mourir 2 fois. Une fois avec sa mère, une fois avec elle-même. Elle a dit que si Clara apprenait la vérité, cela les détruirait toutes les deux. » La voix de Poirot était douce. Et pourtant, ça l'a détruite. Avant que Hale puisse répondre, un fracas retentit au-dessus de lui, un bruit de verre brisé. Poirot se releva aussitôt. « Restez ici. » Il se dirigea rapidement vers le couloir, son regard perçant, captant un éclair blanc au bout de l'escalier. Une silhouette qui reculait vers le palier supérieur. Lorsqu'il atteignit l'escalier, il ne restait qu'un seul indice,
un foulard en soie pâle pris dans un éclat de bois, flottant comme un murmure. Poirot le souleva délicatement, les yeux plissés. « Ah !» murmura-t-il, « la vérité court, mais pas loin. » Et tandis que le tonnerre grondait à nouveau au-dessus de Highbury Hall, Hercule Poirot commença à grimper. Chapitre 5. Le cri dans l'escalier. Poirot gravit le grand escalier avec la précision silencieuse d'un homme qui savait déjà que chaque bruit comptait. L'écho de ses chaussures cirées le suivait dans l'obscurité, seulement interrompu par le grondement lointain du tonnerre au dehors. Le foulard de soie, ce murmure blanc laissé par la silhouette en fuite, pendait à sa main comme un drapeau de reddition. Son parfum était légèrement floral, avec une pointe d'amertume sous-jacente, comme un parfum masquant la peur. Sur le palier, le hall s'étendait sur un couloir de portraits, les ancêtres Brearley, sévères et impassibles, leurs yeux peints brillant faiblement à la lueur des bougies. Poirot s'arrêta devant la première porte à droite et y colla son oreille. Silence. Puis, faiblement, un son, le halètement étouffé de quelqu'un qui peine à respirer. Il tourna lentement la poignée. À l'intérieur, la pièce était sombre, éclairée seulement par le scintillement des éclairs à travers les rideaux. Clara Brearley était assise à sa coiffeuse, les mains tremblantes, tandis qu'elle agrippait le bord du miroir. En voyant Poirot, elle tressaillit comme sous l'effet d'un fantôme. « Monsieur Poirot » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je ne voulais pas que vous me suiviez. » Poirot entra et referma doucement la porte derrière lui. Quand on fuit la vérité, mademoiselle, on court toujours vers elle. C'est la petite ironie de la vie. Les yeux de Clara étaient rouges, sa respiration saccadée. « Tu as trouvé l'écharpe » dit-elle d'une voix hébétée. « Je ne voulais pas que tu penses. »« Que c'était vous qui regardiez par la fenêtre ?» interrompit doucement Poirot. « Non, mademoiselle, je ne le crois pas. Mais je crois que vous fuyez non pas moi, mais ce dont vous avez déjà commencé à vous souvenir. » Son reflet vacillait dans le miroir, une silhouette pâle à moitié dans l'ombre. « Tu te souviens ?»« Ah oui, » dit doucement Poirot. « La mort de Lady Constance, elle a ouvert quelque chose, n'est-ce pas ? Une porte dans son esprit qu'elle avait gardée fermée pendant 20 ans. » Clara resta silencieuse un instant, puis elle enfouit son visage dans ses mains. « Il y a des rêves, » murmura-t-elle. « Toujours les mêmes, un enfant qui pleure, quelqu'un qui crie, la lumière du feu sur les murs. Je croyais que ce n'était que des cauchemars. Mais depuis la mort de tante Constance, ce sont des souvenirs. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Et dans ces rêves, mademoiselle, voyez-vous votre tante ?»« Oui, » dit-elle faiblement. « Elle tient un bébé dans ses bras. Ma mère est là aussi, je crois. Elle pleure. Elle dit qu'elle ne peut pas le garder. » La voix de Clara se brisa. La petite silhouette de Poirot resta parfaitement immobile. « Et votre mère? On vous a dit qu'elle était morte de fièvre. » Clara hocha la tête. « Tante Constance a dit que c'était rapide, mais je me souviens qu'elle criait. » La voix de Poirot était calme et grave. Et ainsi, le secret mort 2 fois renaît, une fois avec la mère, une fois avec l'enfant. Clara leva brusquement les yeux. « Tu veux dire… »« Je ne veux rien dire pour l'instant, mademoiselle, » dit Poirot. « Pas avant d'avoir découvert ce qui se cache derrière les portes verrouillées du souvenir et de cette maison. » En bas, l'inspecteur Grayson arpentait le couloir lorsque Poirot descendit quelques minutes plus tard. « Vous avez entendu ce fracas ?» aboya l'inspecteur. « Un vase dans le couloir. Quelqu'un l'a renversé et s'est enfui. Les domestiques sont certains d'avoir vu une ombre sur le palier. »« Oui, » répondit Poirot calmement. « Je l'ai vu aussi. Mais dites-moi, mon ami, qui a des chambres au-dessus de ce palier ?» Grayson fronça les sourcils. « Mademoiselle Crane, la dramaturge, et le docteur Hayworth en face d'elle. » Poirot sourit faiblement. Comme c'est commode, l'artiste et l'homme de science, tous deux amoureux de la vérité, mais pour des raisons bien différentes. Il se tourna vers les lestes.
Venez, inspecteur, dérangeons nos philosophes de la nuit. La porte d'Elspeth Crane était entr'ouverte lorsqu'ils y arrivèrent. Elle se tenait à l'intérieur, allumant une cigarette d'une main tremblante. « Ah, le célèbre détective !» dit-elle amèrement. « J'imagine que vous êtes le prochain à m'accuser ?» « Pas encore, » répondit Poirot d'un ton doux. « Simplement pour vous demander pourquoi, mademoiselle, vous erriez dans le couloir pendant que la maison dormait. »« Je ne m'égarais pas, » rétorqua-t-elle. « J'ai entendu des pas lourds. Ils se dirigeaient vers le bureau. »« Le bureau ?» répéta Poirot. « À cette heure-ci ?» Elle hocha la tête. « J'ai cru que c'était l'inspecteur ou l'un des domestiques. Alors je l'ai suivi. Mais qui que ce soit, ils étaient trop discrets. Quand j'ai tourné au coin, ils avaient disparu. » Poirot s'approcha. « Et pourtant, dans ta hâte, tu as cassé un vase. » Elspeth parut surprise, puis esquissa un léger sourire. « Alors tu sais déjà que c'était moi. »« Je sais, » dit doucement Poirot, « que la culpabilité se déguise souvent en indignation. Mais dites-moi, quel intérêt portez-vous à ce bureau? Vous avez dit hier que vous méprisiez Lady Constance. »« Oui, oui, » dit-elle sans hésitation, « mais je la craignais aussi. Voyez-vous, j'ai su autrefois quelque chose qu'elle voulait enterrer. Quelque chose à propos de sa sœur, à propos d'un enfant. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Alors, tu connaissais Clara ?»« Pas son nom, juste qu'il y a eu un scandale. Une certaine Lady Constance réduite au silence grâce à de l'argent et des arrangements matrimoniaux. J'ai cru que c'était une histoire pour le théâtre, un jour. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit vrai. »« Ah, » dit doucement Poirot, « mais les vraies histoires sont les seules qui valent la peine d'être écrites. » Elspeth détourna le regard, la fumée s'échappant de ses doigts. « Si tu penses que je l'ai tuée, tu te trompes. Je la voulais vivante. Je voulais qu'elle me voie réussir, qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait pas détruire tous ceux qu'elle touchait. » Poirot s'inclina légèrement. « Un motif noble, en théorie. Mais la vengeance est une graine qui pousse dans des directions étranges. » Il la laissa là, le regard perdu dans la fumée, et traversa le couloir jusqu'à la porte du docteur Haworth. Le médecin ouvrit aussitôt, déjà tout habillé, malgré l'aube à peine levée. « Je vous attendais, monsieur Poirot, » dit-il froidement. « Votre méfiance est prévisible. »« C'est prévisible, peut-être, » dit Poirot, « mais utile. Dites-moi, docteur, pourquoi ne dormez-vous pas, hein? L'expression de Haworth était indéchiffrable. Parce que vos questions ont rendu cette maison invivable. »« Ou parce que vous aussi, vous avez des souvenirs qui vous réveillent, » répondit doucement Poirot. « Vous connaissiez la sœur de Lady Constance. » L'espace d'un instant, le sang-froid de Haworth se brisa. C'était il y a des décennies. Poirot hocha la tête. « Et tu étais amoureux d'elle. » La mâchoire du médecin se serra. « Comment avez-vous... » ?»« Ah, mon ami, quand un homme parle d'une femme qu'il n'a jamais rencontrée avec autant de tendresse dans le regard, je dois conclure qu'il ment. Vous disiez hier ne jamais avoir assisté à sa maladie. Et pourtant, vous vous souveniez de ses souffrances. Vous étiez là. » Haworth se détourna, la voix soudain rauque. « Oui, j'étais là. J'étais alors un jeune médecin, à peine diplômé. Elle était morte dans mes bras. Lady Constance m'a fait jurer de détruire les archives, d'effacer toute trace de son nom. Je pensais qu'elle l'avait fait pour protéger sa mémoire. Maintenant, je pense qu'elle l'a fait pour se protéger. Parce que l'enfant a vécu, » termina doucement Poirot. Haworth leva brusquement les yeux. « Tu sais, je le soupçonne. Mais une question reste sans réponse. Qui l'a menacé depuis Saint-Ives ?» Les mains du médecin tremblaient. « Si je le savais, Poirot, je te le dirais. Mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Constance ne craignait pas d'être exposée, elle craignait d'être reconnue. »« Une reconnaissance ?» répéta Poirot. « Oui, quelqu'un était revenu à Highbury, quelqu'un qui lui rappelait le passé avec une telle acuité qu'elle en était devenue folle. Elle disait que c'était comme contempler le fantôme de sa sœur.
Les yeux de Poirot s'écarquillèrent légèrement. Ah, le fantôme de sa sœur, ou l'enfant de sa sœur. Il se tourna pour partir, l'esprit bourdonnant. « Merci, docteur. Vous m'en avez dit plus que vous ne le pensez. » Tandis que Poirot descendait l'escalier, les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les fenêtres striées de pluie, révélant les longues ombres de l'agitation nocturne. Il atteignit la dernière marche et s'arrêta. Une silhouette gisait, effondrée, au pied de l'escalier. Ambrose Hale. La tête penchée à un angle anormal, les yeux ouverts et vitreux, le corps étendu sur le sol de marbre. Grayson accourut, son cri résonnant dans le couloir. « Bon Dieu, il est mort! Poirot, il est tombé du palier. » Poirot s'agenouilla près du corps, son regard perçant passant du sang à la tempe de Hale, à la position de ses mains. « Non, mon ami, » murmura-t-il, « il n'est pas tombé. Regardez-moi ça, les ecchymoses comme sur le cou. Il a été poussé et étranglé. Avant-il a heurté le sol. » L'inspecteur jura doucement. « Alors, le tueur est toujours parmi nous. » Poirot se leva lentement, les yeux plissés vers la galerie supérieure, où les rideaux remuaient à une fenêtre entr'ouverte. « Ah !» dit-il doucement. Le meurtrier s'enhardit. Il tue maintenant non pas pour occulter le passé, mais pour faire taire le présent. Il se retourna vers l'escalier, d'une voix basse mais assurée. Et bientôt, je pense, il réessayera. La pluie recommença à tomber, tapant contre la vitre, tel un métronome des pensées de Poirot. Au-dessus, la maison craquait sous le poids de ses secrets. Le secret qui est mort 2 fois, murmura Poirot, a maintenant pris sa première vie. Chapitre 6. La maison qui se souvenait. La mort d'Ambrose Hale jeta une ombre nouvelle sur Highbury Hall, plus sombre, plus délibérée qu'auparavant. Là où la mort de Lady Constance avait été entourée de murmures et de spéculations, il s'agissait là d'un meurtre indéniable. Même les murs semblaient bas reculer sous l'effet de l'acte. Les couloirs semblaient désormais plus étroits, l'air plus lourd. Poirot se tenait dans le grand hall, son reflet figé dans le miroir brisé au pied de l'escalier, comme si la maison elle-même s'était brisée en morceaux de culpabilité. L'inspecteur Grayson hurlait des ordres aux agents, le visage pâle de fatigue. « Fouillez chaque porte, chaque couloir, que personne ne quitte cette propriété, pas avant d'avoir trouvé le coupable. » Poirot ne l'interrompit pas. Il observait d'un regard calme, les doigts d'une main pressés dans ce temple familier de la pensée. Lorsque Grayson se tourna enfin vers lui et demanda « Eh bien, qu'en pensez-vous, Poirot ?» Le détective se contenta d'un faible sourire. « Ce que j'en conclus, mon ami, c'est que notre meurtrier est désespéré. Quand on tue sous l'effet de la panique, c'est parce que son secret commence à se faire entendre trop fort. » Grayson fronça les sourcils. « Tu penses que Mamesque Hale en savait trop ?»« Je crois, » dit doucement Poirot, que M. Hale s'est souvenu de quelque chose qu'il aurait dû oublier. Sa mort n'est pas un acte de vengeance, mais un acte de prévention. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre au-dessus de l'escalier. Les rideaux ondulaient légèrement, flottant vers l'intérieur au rythme du vent. « Dites-moi, inspecteur, cette fenêtre était ouverte quand vous l'avez trouvée ?»« Oui, le loquet était cassé. Il a dû sortir par là. »« Peut-être, » murmura Poirot. Ou peut-être le tueur a-t-il voulu nous le faire croire. Il se pencha et inspecta le marbre, où la main de Hale avait atterri. Il y avait de faibles traces de terre, sombres, humides, odorantes. Et pourtant, mon ami, la terre a parlé. Tu vois, de la terre de jardin, collée à sa manchette, mais il est tombé à l'intérieur. C'est curieux. Grayson suivit son regard, perplexe. Alors tu penses bas qu'il a été tué dehors et amené à l'intérieur ? Pas amené, mais guidé, dit Poirot. Attiré, peut-être. La terre est fraîche, encore humide. Quelqu'un l'a rencontré dans le jardin, avant l'aube. Il se leva gracieusement, l'air pensif. Le meurtre est comme la musique, inspecteur.
Il revient toujours à sa première note. Et cette mélodie a commencé dans le jardin. 1 heure plus tard, Poirot se tenait sur la pelouse est. La pluie matinale avait cessé, laissant le sol glissant et luisant. Il arpentait le chemin de gravier qui menait au labyrinthe de haies, sa petite silhouette traçant une ligne précise dans la brume. Les agents avaient sans déjà fouillé le terrain, mais le regard de Poirot était plus perçant que le leur. Il ne cherchait pas des empreintes de pas, mais une intention. À mi-chemin, il s'arrêta. Un bouquet de rosiers penchait anormalement, leurs racines dérangées. À leur base, une parcelle de terre avait été retournée, comme si quelqu'un avait récemment enterré ou déterré quelque chose. Poirot s'agenouilla délicatement, écartant la boue de ses doigts gantés. Quelques instants plus tard, le bord d'une petite boîte en fer blanc apparut. À l'intérieur se trouvaient des lettres pliées, toutes ornées des armoiries des Breorley. L'écriture était sans équivoque, celle de Lady Constance. L'encre de la lettre du haut était maculée, comme si elle avait été manipulée à la hâte. Poirot la déplia avec précaution. L'enfant ne doit jamais savoir, j'ai fait le nécessaire. Elle est en sécurité maintenant, même si cela m'a coûté cher. Si jamais elle apprend la vérité, elle sera détruite, elle et lui. Et lui murmura Poirot. Le pronom qui suscite une question. Qui était-il? Un bruissement derrière lui le fit se retourner. Miss Elspeth Crane se tenait près du mur du jardin, son manteau serré contre le vent. « Alors, dit-elle doucement, vous avez trouvé son petit coffre au trésor. Vous le saviez, mademoiselle ?» Son regard était étrange, méfiant, presque hanté. Je l'ai aidé à le cacher, il y a des années. Constance m'a fait confiance autrefois, avant que tout ne tourne mal. Je lui ai dit qu'enfouir des secrets ne fonctionne jamais. Mais elle m'a répondu que c'était plus sûr dans la terre que dans les mains des gens. Poirot l'observa. Et pourtant, on l'a déterré récemment. Elspeth détourna le regard. Elle m'a demandé de le récupérer il y a 1 semaine. J'ai refusé. Je lui ai dit que le passé ne valait pas la peine de mourir pour lui. Et elle est morte pour ça, dit doucement Poirot. Les lèvres d'Elspeth tremblaient, mais sa voix restait ferme. « Tu crois que je l'ai tué? Ou Hale? Je ne perdrai pas mon temps. Tu veux un suspect? Prends son médecin. Il a menti à tout le monde, même à lui-même. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Merci, mademoiselle. Vous dites la vérité, mais pas tous de cela. » Elle fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Vous dites avoir refusé de l'aider, et pourtant, vous vous trouvez maintenant à l'endroit même où la boîte a été enterrée. On ne tombe pas sur des tombes par hasard, mademoiselle. » Son expression se durcit, puis s'adoucit, comme par honte. « Je suis venu ce matin pour voir si elle était toujours là. J'ai pensé que peut-être elle l'avait emportée avec elle dans la mort. C'est stupide, non ?» Poirot secoua doucement la tête. « Non, mademoiselle, c'est humain. » À l'intérieur, l'atmosphère était devenue tendue. Clara était assise dans le salon, les yeux rivés sur les fenêtres striées de pluie, le visage tiré et creux. Le docteur Hayworth se tenait près de la cheminée, les mains jointes dans le dos. L'air entre eux vibrait d'une tension inexprimée. Poirot entra discrètement. « Vous êtes troublée, mademoiselle. » Clara leva les yeux, surprise. « Tout le monde est inquiet, monsieur Poirot. La maison semble vivante, comme si elle écoutait. » Poirot inclina la tête. « Les maisons, mademoiselle, sont comme des souvenirs. Elles absorbent les échos de ce qui s'est passé en elles. La maison de Lady Constance est pleine à craquer. » Le docteur Hayworth s'éclaircit la gorge. « Cette conversation, je crois, ne sert à rien, mademoiselle Brearley. »« Au contraire, docteur, » dit Poirot, « cela pourrait lui faire beaucoup de bien, car cela vous concerne aussi. » Hayworth se raidit. « Moi? Oui, tu étais au jardin tôt ce matin. » Le médecin hésita, puis soupira. « J'étais agité. L'air ici est étouffant. J'avais besoin de marcher. » « Ah, mais ce n'est pas l'air qui suffoque, docteur.
dit doucement Poirot. C'est la conscience. Les yeux de Hayworth lancèrent des éclairs. Tu n'imagines pas ce que j'ai vécu. Alors éclaire-moi, dit doucement Poirot. Hayworth se tourna soudain vers Clara, la voix brisée. Tu ne comprends pas, ta tante essayait de te sauver. Tout ce qu'elle a fait, les mensonges, les paiements, c'était pour toi. La voix de Clara tremblait. Me sauver? De quoi? Le médecin ferma les yeux. De la vérité. La main de Poirot se leva légèrement. Assez, docteur. Pas encore. La vérité est un instrument délicat. Jouée trop tôt, elle brise la mélodie. Grayson apparut à ce moment-là, l'air sombre. Poirot, les agents ont trouvé des traces derrière le mur du jardin. Quelqu'un a rencontré des visiteurs à l'extérieur du parc. Les yeux de Poirot brillèrent d'une clarté soudaine. Des visiteurs? Ah, la boucle est bouclée. Quelqu'un est sisement venu à Highbury non seulement pour menacer, mais pour reprendre ce qui lui appartenait. Son regard passa de Clara au docteur, puis se dirigea vers le palier supérieur, où Lady Constance s'était autrefois tenue pour s'adresser à ses invités. Le moment approche, mes amis. Bientôt, la vérité ne murmurera plus, elle parlera. Cette nuit-là, l'orage revint avec une férocité renouvelée. Des éclairs éclairèrent les couloirs par de brefs et horribles éclairs, et le vent gémissait dans les cheminées comme un deuil. Poirot était assis seul dans le bureau, les lettres étalées devant lui, le feu brûlant doucement. Il les relut, chaque ligne, chaque phrase, jusqu'à ce que le schéma se cristallise dans son esprit. 2 sœurs, un enfant, une promesse rompue, un médecin qui avait menti pour se protéger, un secrétaire mort pour ce qu'il savait, et une fille élevée dans l'ombre de la tromperie. En vérité, elle est comme la marée, murmura-t-il. On peut la retarder, mais elle revient toujours. Un coup soudain interrompit ses pensées. Lorsqu'il ouvrit la porte, une servante tremblante apparut. Monsieur, mademoiselle Crane a disparu. Sa chambre est vide, sa fenêtre ouverte. Les yeux de Poirot se plissèrent, la dernière pièce s'emboîtant avec un déclic. Et puis ça commence, dit-il doucement. La maison se souvient, et les coupables cherchent à fuir son souvenir. Il éteignit la lampe, empocha les lettres, et s'avança dans la tempête. Quelque part dans les couloirs sombres de Highbury, la vérité était en mouvement, vivante, agitée, et prête à être découverte. Chapitre 7. La femme dans la tempête. La pluie tombait comme du verre brisé, déchirant l'air à un rythme effréné. Tandis que Poirot sortait sur la terrasse, des éclairs zébraient la lande, illuminant les haies et les statues d'une lumière pâle et fantomatique. Quelque part, dans le chaos du vent et du tonnerre, une fenêtre claqua. La grande maison gémit sous le poids de ses secrets. Le manteau de Poirot lui collait aux cheveux, le vent halant son chapeau tandis qu'il observait le jardin à l'est. « Mademoiselle Crane !» cria-t-il d'une voix aigre contre la bourrasque. Mais la tempête engloutit son nom. Il avançait prudemment, chaque pas mesuré. Le chemin de gravier luisait sous la lueur des éclairs. Près du labyrinthe de haies, il trouva des empreintes de pas, fines, précipitées, à moitié remplies d'eau de pluie. « Ah !» murmura-t-il en s'accroupissant. Les pièsmes d'une femme, mais pas ceux de la peur. Elle marche avec détermination. Il suivit les empreintes plus profondément dans le jardin, jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans la boue. La haie se dressait devant lui, noire et tortueuse. À l'intérieur, les étroits couloirs du labyrinthe soupiraient au gré du vent. Poirot hésita un instant avant d'entrer, sa petite lanterne projetant un cercle de lumière tremblante devant lui. Le chemin se divisait sans cesse, mais l'esprit de Poirot était toujours aussi méthodique. Il notait chaque virage, chaque arche de branches envahissantes, son sens de l'orientation étant infaillible. Quelque part, une faible lueur scintillait, la lueur d'une bougie, impossible par un temps pareil. Il tourna au coin d'une rue et s'arrêta.
Elspeth Crane se tenait au milieu d'une clairière, son châle trempé, les cheveux collés à ses joues. Dans ses mains, elle tenait une bougie protégée par un abat-jour en verre, dont la flamme s'allumait à peine dans le vent. Elle ne parut pas surprise de le voir. « Vous n'auriez pas dû venir, monsieur Poirot, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas votre combat. » La voix de Poirot résonnait doucement à travers la pluie. « Chaque combat pour la vérité est le mien, mademoiselle. Mais je pense que vous ne venez pas ici pour vous battre. Vous venez pour fin quelque chose. » Elspeth sourit faiblement, la lueur des bougies creusant des creux sous ses yeux. C'est drôle, non? Le passé est toujours plus lourd quand il pleut. Elle disait que le bruit de l'eau lui rappelait des choses qu'elle avait essayé d'oublier. Dame Constance? Elspeth hocha la tête. Elle adorait ce labyrinthe. Elle disait qu'il lui rappelait sa vie, pleine d'impasses et de tournants irréversibles. Poirot s'approcha lentement, le regard fixe. « Et vous, mademoiselle, où vous mènent vos tours ce soir ?» Sa main tremblait autour de la bougie. « À la seule vérité qui reste, elle est morte, et bientôt je le serai aussi. Elle et moi, on s'est fait une promesse, il y a longtemps. J'avais l'intention de la tenir, mais j'ai échoué. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Non, mademoiselle, les vrais coupables ne cherchent jamais la tempête, ils s'en cachent. Tu ne comprends pas. » Sa voix se brisa. « Je n'étais pas son ami, j'étais sa complice. Il y a 20 ans, je l'ai aidé à mentir. Je l'ai aidé à enterrer la mort de sa sœur et la vérité sur cet enfant. Je pensais la sauver, mais j'ai condamné tout le monde. » La flamme de la bougie crépitait dans le vent. « Dites-moi, » dit doucement Poirot, « comment la sœur est-elle morte ?» Elspeth se détourna, ses paroles presque perdues sous la pluie. Ce n'était pas la fièvre, c'était l'accouchement. Son père l'avait abandonnée, et elle était si faible. Constance voulait appeler un médecin, mais elle avait peur du scandale. Elle m'a fait jurer de ne rien dire. Je l'ai aidée. Nous avons essayé de la sauver, mais elle s'est vidée de son sang avant l'aube. L'expression de Poirot devint grave. Et l'enfant? On le croyait mort aussi, murmura Elspeth. Mais il a pleuré, une seule fois. Constance me l'a pris avant même que je puisse voir son visage. Le lendemain matin, elle a annoncé à tout le monde que sa sœur était morte sans enfant, et le bébé a disparu. Disparu? Oui, elle a dit qu'elle lui avait trouvé une place. Je l'ai cru. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, elle ramène un enfant à Highbury. Un enfant qu'elle prétendait être sa nièce orpheline, Clara. Les yeux de Poirot brillèrent de compréhension. C'était donc vrai. Clara Brearley est la fille de la sœur, et Lady Constance l'a élevée comme sa propre nièce. Elspeth hocha la tête. Elle a tout essayé de se racheter, je suppose. Mais cela la hantait. Elle disait que l'enfant avait les mêmes yeux que sa sœur, et qu'un jour, ses yeux reconnaîtraient son crime. Poirot resta silencieux un long moment, puis il dit doucement « Et vous, mademoiselle, pourquoi fuir maintenant ?» La voix d'Elspeth se brisa. « Parce que j'ai reçu une lettre ce matin, écrite de la main de Constance, datée de la veille de sa mort. Elle y écrivait que quelqu'un dans la maison savait tout, que le secret ne s'éteindrait pas sans bruit. Elle m'a dit de brûler les lettres dans le jardin, s'il lui arrivait quelque chose. Mais quand je suis allé le faire, elles avaient disparu. Quelqu'un les avait prises. Et maintenant, Hale est morte. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Les lettres, elles n'ont pas été brûlées. Je les ai retrouvées enterrées. Vous deviez les brûler, certes, mais quelqu'un d'autre voulait qu'elles soient préservées. » Elspeth secoua la tête, le désespoir dans les yeux. Alors celui qui les a pris l'a tué. « Non, mademoiselle, Lady Constance est morte selon un dessein étranger, mais pas des mêmes mains qui ont réduit M. Hale au silence. » Avant qu'Elspeth puisse répondre, un bruit soudain traversa le labyrinthe.
le claquement métallique d'un portail qui claquait. Poirot se tourna vers lui, sa lanterne se balançant. « Le portail du jardin !» s'écria-t-il. « Quelqu'un écoute, même maintenant. » La bougie d'Elspeth vacillait violemment. « Qui ?» La voix de Poirot baissa. « Celui qui observait depuis l'ombre, depuis le début. Celui que lady Constance craignait le plus. » Le tonnerre gronda, étouffant tout le reste. Lorsqu'il s'éteignit, Elspeth pleurait doucement, le visage strié par la pluie. « Je t'ai tout dit, » dit-elle. « Ça n'a plus d'importance maintenant. » Poirot lui prit délicatement la bougie des mains. « C'est important, mademoiselle. Chaque mensonge des faits rapproche la lumière. Mais vous devez rentrer. Vous n'êtes pas là plus en sécurité ici. » Il la conduisit hors du labyrinthe, la guidant à travers la tempête, comme s'il escortait une âme pénitente. Lorsqu'ils atteignirent de la terrasse, le vent hurla si fort que les portes claquèrent sur leurs gonds. Poirot se tourna de nouveau vers le jardin et se figea. Une silhouette se tenait au bord du labyrinthe de haies, à moitié enveloppée par l'orage. L'éclair révéla la silhouette d'un homme, grand, immobile, inflexible, qui les observait. Puis les ténèbres l'engloutirent à nouveau. Les yeux de Poirot brillèrent de reconnaissance. « Ah !» souffla-t-il, « c'est donc vous. » Mais avant qu'il puisse bouger, la silhouette avait disparu. À l'intérieur, la maisonnée se rassembla une fois de plus, convoquée par la voix calme mais ferme de Poirot. Elspeth, pâle et silencieuse, était assise près de l'âtre, son châle encore ruisselant. Clara, tremblante, s'accrochait à une couverture. Le docteur Hayworth se tenait près de la fenêtre, l'air sombre. Poirot leur fit face, la tempête résonnant derrière ses paroles. « Mes amis, ces derniers séjours ont été marqués par des demi-vérités, chacun ne voyant que la part du passé qui lui convient. Mais maintenant, le puzzle commence à prendre forme. La mort de lady Constance Brierley n'était pas seulement le fait d'une femme effrayée. C'était un crime qui a duré 20 ans et qui était destiné à rester enfoui sous la loyauté et la honte. Grayson fronça les sourcils. Et Hale? Le ton de Poirot s'assombrit. Il était devenu le miroir que personne ne voulait affronter. C'est pour cela qu'il est mort. La voix de Clara tremblait. « Tu veux dire quelqu'un ici ?» Poirot se tourna doucement vers elle. « Quelqu'un ici, oui. Mais patience, mademoiselle. La vérité est comme une photographie qui se développe dans l'obscurité. La voir trop tôt, c'est brouiller l'image. » Il regarda vers l'escalier, les yeux légèrement plissés. « Demain matin, je vous rassemblerai tous. D'ici là, j'aurai la dernière pièce. » Il s'arrêta. Son reflet à nouveau capturé dans le miroir fissuré au-dessus de la cheminée. Divisé en une douzaine de visages, chacun regardant l'autre. « La tempête peut passer, » dit-il doucement. « Mais Highbury Hall ne connaîtra pas la paix tant que le passé ne cessera pas de murmurer. » Dehors, le tonnerre grondait une fois de plus, mais sous son écho, quelque part à l'abri des regards, une porte grinça en s'ouvrant. Et la maison, comme si elle avait effectivement appris à se souvenir, écoutait. Chapitre 8. La chambre des échos. Le lendemain matin, gris et épuisé, la pluie enfin tombée, mais la terre encore imprégnée de son souvenir. Les couloirs de Highbury Hall étaient étrangement silencieux, le silence qui suit une confession à moitié entendue. Les domestiques se déplaçaient comme des fantômes, ne parlant qu'à voix basse, et même les horloges semblaient ralentir. Hercule Poirot était assis dans le petit salon, près de la fenêtre, une tasse de chocolat refroidissant à côté de lui. Sa posture était toujours aussi précise, son regard lointain. Il n'avait pas dormi. Son esprit avait tracé les lignes du labyrinthe, non pas celui du jardin, mais celui de la tromperie humaine. Chaque pas, chaque murmure, chaque silence de la nuit précédente s'inscrivait désormais dans l'ordre méticuleux de ses pensées. Lorsque l'inspecteur Grayson entra, ses pas lourds troublèrent d'un le calme fragile. « J'en ai assez de cette maison.
murmura l'homme. Le personnel est terrifié, les clients sont à moitié fous, et il y a un meurtrier en liberté. Je préférerais presque... C'était un suicide. Poirot leva doucement les yeux. Ah, mon ami, mais le suicide est si rarement élégant. Le meurtre, en revanche, exige de l'art. Grayson gémit. Tu trouves de l'art partout, n'est-ce pas? En tout ce qui est humain, oui, dit Poirot en se levant. Maintenant, vous me rendrez un petit service, s'il vous plaît, que toute la maisonnée se réunisse à nouveau au salon à 11 heures. Mais avant cela, je dois inspecter une pièce. Une pièce restée silencieuse trop longtemps. Et c'est lequel? La chambre privée de Lady Constance. La pièce était fermée à clé depuis sa mort, scellée sur ordre de l'inspecteur, et la clé était froide dans la main gantée de Poirot. Lorsque la serrure tourna, un léger clic résonna dans le couloir, tel un soupir. À l'intérieur, l'air était chargé d'un léger parfum de violette et de fumée. Rideaux tirés, miroirs voilés, c'était un sanctuaire d'absence. Poirot avançait prudemment, son regard perçant scrutant la coiffeuse, l'armoire, le lit orné du blason Brearley. Sur la coiffeuse reposait une photo encadrée d'argent, deux jeunes femmes, incontestablement sœurs. L'une était Lady Constance, fière, confiante, le menton relevé avec défi. L'autre était plus douce, plus tendre, avec des yeux qui semblaient exprimer à la fois tristesse et bonté. Sa sœur, la mère de Clara. Poirot observa l'image un long moment, puis remarqua quelque chose d'étrange. Un léger pli sur le papier peint près du montant du lit, là où les panneaux n'étaient pas parfaitement alignés. Il le toucha légèrement. Le joint céda sous sa main, révélant un étroit renfoncement derrière le mur. À l'intérieur se trouvait un coffret en bois poli, du genre de ceux qu'on utilise pour les bijoux ou les secrets. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient dans plusieurs objets, un médaillon, un morceau de soie plié et une enveloppe portant une seule initiale, J. Poirot déplia la lettre à l'intérieur. L'encre était fanée mais lisible. « Ma très chère Constance, tu dois comprendre, je ne peux pas affronter ce scandale. Si la vérité était connue, tout serait ruiné. Je quitterai l'Angleterre ce soir. Tu es plus fort que moi. Protège-la, je t'en prie. Je ne peux supporter de la voir grandir sachant ce que j'ai fait. Le vôtre, J. » Il lut la lettre 2 fois, puis, une fois de plus, avant de la remettre dans la boîte. « J. » murmura-t-il. Pas la sœur, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a disparu comme par hasard au début du scandale. Il retourna le médaillon dans sa paume. À l'intérieur se trouvait un portrait miniature, les deux mêmes sœurs, mais cette fois, l'image d'un homme entre elles, pâle et taché d'eau. Le visage était en partie abîmé par le temps, mais Poirot en voyait assez, le front haut, le col médical, le regard qui semblait trop connaisseur. « Dr. Hayworth » murmura-t-il. À cet instant, la porte s'ouvrit en grinçant derrière lui. Clara se tenait là, pâle et hésitante. « Monsieur Poirot, on m'a dit que vous étiez là. » Il fit un geste doux. « Entrez, mademoiselle, vous devriez voir ça. » Elle s'approcha, son regard se posant sur le médaillon. « C'est ma mère, » dit-elle doucement. « Et ma tante, mais qui... » Le regard de Poirot croisa le sien. « Votre père, mademoiselle, l'homme qui aimait votre mère, mais qui était prisonnier de la peur et des conventions. Il s'est enfui, laissant Lady Constance élever l'enfant en silence. » La voix de Clara se brisa. « Tu parles du docteur Hayworth ?» Poirot hocha gravement la tête. « Il a menti en prétendant s'être contenté de soigner votre mère. Il était son amant. L'enfant qu'elle portait était le vôtre, et Lady Constance a juré de vous protéger tous les deux et de détruire toute trace de sa honte. » Clara s'affala sur une chaise, tremblante. Elle a menti à tout le monde, même à moi. Le ton de Poirot s'adoucit. Elle a menti, oui, mais à sa manière, elle t'aimait intensément.
Elle craignait les conséquences de la vérité, non pas pour elle, mais pour toi. Des larmes silencieuses et lourdes perlèrent aux yeux de Clara. Et maintenant, elle est morte à cause de ça. Poirot secoua la tête. Non, mademoiselle, pas par amour, mais par culpabilité. Sa mort était le dernier chapitre du crime d'autrui. À 11 heures, la maisonnée se rassembla à nouveau. L'orage était passé, mais l'air était chargé, comme si la maison elle-même attendait la suite. Poirot se tenait devant l'âtre, sa petite silhouette dominant la pièce avec une gravité naturelle. « Mes amis, commença-t-il, nous sommes au bout de bien des choses, du mensonge, de l'amour et peut-être de la patience. Elle cache bien la vérité, mais elle ne peut pas déjouer Hercule Poirot. » Il regarda chaque visage. Elspeth pâle et vigilante, le docteur Haworth les lèvres pincées et en sueur, Clara tremblant près de la fenêtre, et l'inspecteur Grayson, debout d'un air sombre près de la porte. La mort de Lady Constance Brearley, poursuivit Poirot, a été présentée comme un suicide, mais ce n'en était pas un. Elle a été assassinée, et son meurtrier a récidivé lorsqu'Ambrose Hale a menacé de les dénoncer. Un murmure collectif parcourut la pièce. Poirot leva la main. Mais avant de nommer le coupable, nous devons comprendre pourquoi. Tout a commencé il y a 20 ans, par une tragédie. La mort de la sœur de Lady Constance, la naissance d'un enfant qu'elle ne pouvait reconnaître, et la disparition du responsable. Cet homme, il se tourna vers le médecin. « C'était vous, Dr. Haworth ?» La pièce s'est figée. Et Haworth serra les dents. « C'est un mensonge. » Le regard de Poirot était perçant. « Non, monsieur. Vous avez écrit des lettres à Lady Constance depuis St. Ives, la suppliant de se taire. Je les ai trouvées dans sa chambre. L'écriture est la vôtre. Vous étiez le gel, a disparu au milieu du scandale. Tu l'as laissé porter la honte pendant que tu te forgeais une réputation. » Le visage du médecin se vida de ses couleurs. Si c'était vrai, j'aurais toutes les raisons de protéger le secret, et non de la tuer. Précisément, dit Poirot, et c'est pourquoi vous ne l'avez pas tuée. Il se tourna lentement vers Elspeth Crane. Mais vous, mademoiselle, vous l'avez fait. Elspeth retint son souffle. C'est absurde. Vraiment, tu as dit toi-même avoir aidé Lady Constance à enterrer la vérité. Tu savais tout, et tu enviais son pouvoir. Lorsqu'elle a cherché la rédemption, tu as craint d'être démasqué. Non, tu as bâti ta vie sur ces mensonges. Ses yeux clignaient, mais elle ne disait rien. Le ton de Poirot s'adoucit, mais ne vacilla pas. Tu étais venu la voir ce soir-là avec la lettre de Hale à la main, sachant que cela vous ruinerait tous les deux. Il y a eu une dispute, peut-être même une bagarre. Tu lui as tiré dessus, tu as arrangé la scène et verrouillé la porte de l'extérieur grâce à la technique de la clé et du fil que tu utilises pour ta mise en scène. Puis, quand Hale a commencé à avoir des soupçons, tu l'as réduite au silence. Les lèvres d'Elspeth s'entr'ouvrirent. Un souffle, pas un refus. Ses mains tremblaient contre son châle. « Voyez-vous, » poursuivit doucement Poirot, « vous êtes une artiste, mademoiselle, et vous avez commis votre chef-d'œuvre dans la mort. Mais comme pour toute œuvre d'art, il y a un défaut, la bougie dans le labyrinthe du jardin. Vous l'avez tenue en pleurant, mais hélas a été retrouvée sèche, épargnée par la pluie. Vous l'avez seulement allumée, après la tempête s'est arrêtée, pour pleurer ce que tu avais fait. Le silence qui suivit fut absolu. Finalement, les épaules d'Elspeth s'affaissèrent. Sa voix était basse, aussi fragile que du verre. Je ne voulais pas la tuer, je voulais juste qu'elle arrête. Elle a dit qu'elle dirait tout à Clara, qu'elle me ruinerait si je gardais le secret. Je ne pouvais pas laisser faire ça, pas après toutes ces années. Poirot baissa la tête. Ainsi, mademoiselle, le secret mort 2 fois connaît une 3e vie. Les sanglots de Clara rompirent le silence, et la tempête recommença dehors, douce cette fois, comme si les cieux eux-mêmes murmuraient l'absolution. Poirot resta immobile, les yeux rivés sur la pluie.
Venez, inspecteur, dit-il doucement. Il reste une dernière vérité à découvrir. La raison pour laquelle Lady Constance a choisi de mourir cette nuit-là. Car bien que mademoiselle ait tiré, c'est la culpabilité, et non la haine, qui l'a véritablement tuée. Il se détourna, le reflet de la pluie scintillant sur son visage comme des larmes. Le cœur, mon ami, murmura-t-il, est toujours le complice final. Chapitre 9. Le secret qui a attendu 20 ans. La confession avait laissé le salon vide de tout son, comme si chaque souffle avait été pris et ne s'était jamais restitué. Elspeth Crane était assise, immobile, son châle humide de larmes et de pluie, le regard fixé sur l'âtre où le dernier feu de Lady Constance avait brûlé quelques jours auparavant. L'inspecteur Grayson se tenait non loin de là, le visage tiré et gris, comme si le poids de la justice lui-même était devenu trop lourd à porter. Poirot seul semblait insensible au silence, même si ses yeux, perçants comme du verre, brillaient d'une lueur plus discrète que le triomphe. Enfin, Grayson s'éclaircit la gorge. « Tu l'as entendu, Poirot? Elle l'a admis. Alors c'est tout. » Poirot ne bougea pas. « Non, mon ami, ce n'est pas la fin. C'est le milieu d'une fin. Le cœur du mystère reste entier. » Elspeth eut un rire amer. « Que dire d'autre? Je l'ai tué. Ça ne te suffit pas? » Poirot se tourna doucement vers elle. « Tu as peut-être tué le corps, mais la mort de l'esprit, que c'était un autre qui avait arrangé les choses. Voyez-vous, mademoiselle Crane, Lady Constance craignait non seulement d'être démasquée, mais aussi d'être punie. Quelqu'un d'autre est revenu à Highbury Hall, quelqu'un qui portait le visage du passé qu'elle avait enterré. Clara, assise pâle et tremblante près de la fenêtre, leva brusquement les yeux. « Tu parles de moi? »« Non, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Pas vous, mais quelqu'un dont l'ombre a brillé sur votre vie. » Il s'avança vers Elspeth, le regard implacable. « Dites-moi, quand vous avez reçu cette lettre de Lady Constance avant sa mort, celle qui vous avertissait que quelqu'un dans la maison connaissait la vérité, à qui pensiez-vous qu'elle parlait ?» La voix d'Elspeth tremblait. « Je croyais qu'elle parlait de Hale. »